Audio Jungle. Audio Jungle. Professeur Habib Hamdi doit partir, donc il a un avion à prendre. Et pour cette raison, nous allons commencer par lui. Et je tiens à rappeler les orateurs que comme aujourd'hui pas mal de personnes doivent prendre l'avion, donc ils sont tenus de respecter le temps qui leur est imparti. Donc ça sert à rien. Le petit clin d'œil Voilà. pour le professeur. Merci madame. Voilà. Merci madame le professeur. Vous avez la parole. Voilà. Professeur Habib Hamdi va nous présenter les kystes des maxillaires du diagnostic au traitement. Travail que vous Merci, allez nous Madame la proposer. Présidente. Voilà. Donc comme c'était dit, il doit me mettre le truc là. Donc comme c'était dit, je vais vous parler des kystes des maxillaires. Et en attendant que la diapositive apparaisse, je vous rappelle en bref que les kystes des maxillaires sont des ce sac, sous l'effet de la pression du liquide à l'intérieur, il va augmenter de taille et il va se développer qui sera de plus en plus affecté. Sachez aussi que ces kystes des maxillaires sont de deux sortes. Il y a des kystes qui sont d'origine dentaire et des kystes qui sont d'origine non dentaire. Schématiquement, ça vous le connaissez, mais je vous rappelle que ces kystes d'origine dentaire peuvent être inflammatoires. L'exemple type, c'est le kyste périapical et les variantes, le latéroradiculaire et le résiduel. Et pour les kystes d'origine dentaire mais non inflammatoire, le cas type, ce sont les kystes dentigères, notamment le péricoronaire et le folliculaire. Concernant les kystes d'origine non dentaire, il y a deux grands types que je veux vous montrer. Ce sera les kystes solitaires et surtout ces kystes fissuraires qui se développent entre les bourgeons des maxillaires. Donc pour les kystes d'origine dentaire inflammatoire, l'exemple type, je vous l'ai dit, ce kyste périapical que tout le monde connaît, il est d'origine endodontique et il est en général appendu à l'apex de la dent et se manifeste par cette image radiologique très typique, l'aspect radioclair bien limité, appendu à l'apex de la dent avec un liseré de condensation périphérique et réellement son origine c'est au niveau dentaire. Des fois il y a des canaux latéraux ou des fractures qui peuvent donner des kystes latéraux-radiculaires qui développent latéralement par rapport à la racine et c'est de même type que le kyste périapical. Des fois l'extraction de la dent a été faite et la lésion est laissée en place et elle va évoluer pour son propre compte et elle va donner ce qu'on appelle le kyste résiduel qui, non traité, va continuer à évoluer au sein de ce maxillaire. La caractéristique commune sur le plan anatomopathologique, ce qui définit ces kystes, c'est essentiellement le caractère inflammatoire de la paroi épithélio-conjonctive. Donc le kyste comporte de l'épithélium à l'intérieur, du conjonctif en périphérie et il y a un infiltrat inflammatoire très caractéristique de ces kystes et l'anapathe donc va permettre le diagnostic de ces kystes après énucléation exérèse. Voilà un premier cas classique, en fait, qui est banal et simple, qui se présente. Le kyste, donc, sur le plan clinique, va se présenter, sous forme d'une... Parfois, il est même diagnostiqué radiologiquement avec une image découverte fortuitement, mais cliniquement, le patient peut se présenter avec une complication de type tuméfaction, fistule parfois. Et devant cette fistule évolutive, donc, la radiographie a été prise et on voit que la dent est traitée et pourtant la lésion va continuer à évoluer malgré le traitement de la dent adjacente parce que là il y a un défect donc, de traitement. Là le traitement il est pratiquement parfait mais la lésion continue à évoluer et donc un traitement chirurgical va être indiqué. Ce traitement chirurgical va être indiqué surtout avec la présence de cette fistule qui continue à évoluer malgré le bon traitement. Donc un lambeau classique est fait, donc c'est une incision sulculaire qui va permettre de décoller un lambeau mucopériosté qui va exposer donc cette table osseuse qui a été perforée. On n'a pas eu besoin de dégagement osseux
L'exposition de cette table va permettre donc l'énucléation d'une lésion et la cavité paraît déjà plus importante parfois que ce qui apparaît sur la radiographie. Et puis, ce sera une résection apicale avec donc une sorte de polissage de l'apex qui va permettre une cicatrisation osseuse spontanée, déjà sans comblement de ce genre de cavité. Et le contrôle radiologique va permettre déjà de voir un début de cicatrisation osseuse qui apparaît nettement. Et puis l'examen en APAT confirme la nature inflammatoire de la lésion. Et à 6 mois, en général, la fistule va disparaître et la cicatrisation osseuse est parfaite. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est le contrôle radiologique systématique jusqu'à ce que la cicatrisation soit complète. Il ne faut pas laisser le patient partir pour abandonner la situation. Deuxième situation que je vous présente cette fois-ci, c'est un autre contexte clinique qui va permettre le diagnostic, c'est que le patient consulte avec une tuméfaction. Donc avant, il n'y avait pas de tuméfaction, c'était la fistule. Ici, il y a une tuméfaction dans la région antérieure chez un patient qui était anciennement traumatisé. Il a perdu la centrale, la 11. Et quand vous regardez en endobuccal, vous voyez déjà une tuméfaction vestibulaire du fond du vestibule. Vous voyez un changement de couleur de la latérale ici, la 12, et un changement de couleur de la 21. Le test de vitalité est évident, il est négatif. Donc c'était un contexte clinique qui traduit déjà une mortification dentaire. Et devant la tuméfaction, avec ce caractère déjà de balle de ping-pong, on a évoqué la possibilité d'un kyste périapical en rapport avec ces dents mortifiées par un traumatisme. Ce n'est pas obligatoire que ce soit la carie. Et donc la radiographie va révéler deux choses importantes à retenir ici. Une petite image radioclaire en rapport avec la 12, mais une image plus étendue en rapport avec la 21. Donc au plus fort grossissement, vous voyez le liseré de condensation qui délimite donc cette image radioclaire. Et finalement, c'est en rapport avec cette dent mortifiée. Donc le diagnostic pour moi est évident, c'est un kyste périapical étendu en rapport avec la 21, avec un autre deuxième kyste périapical en rapport avec la 12. Dans ce cas, le traitement, ça serait obligatoirement un traitement conservateur des dents avec un traitement endodontique des deux dents, plus l'énucléation des deux kystes. Sur quoi je veux insister, c'est qu'il ne faut jamais opérer un kyste, il ne faut jamais énucléer un kyste sans faire de traitement endodontique. Le traitement endodontique, c'est la première étape et le traitement chirurgical, c'est par la suite. Donc ce traitement endodontique étant fait, bon, il y a eu un dépassement, on s'en fout ici qu'il y a ou il n'y a pas de dépassement, mais en fait le traitement doit être complet. Ce dépassement ne gêne pas parce qu'effectivement en opératoire, mortifié antérieur, on va faire le test de vitalité de toutes les dents et on ne traite que les dents mortifiées, les autres dents ne doivent pas être traitées. Donc on traite ici la centrale et la centrale, et puis finalement la palatin, puisque la tuméfaction est beaucoup plus palatine, avec une sensation de balle de ping-pong du côté palatin, et vous voyez que l'abord est fait déjà par une incision sulculaire, comme si on fait une canine incluse. On va dégager à minima l'os, et constater ici qu'on a laissé un rebord osseux pour préserver sur le plan parodontal les dents adjacentes à la cavité kystique. L'énucléation totale de la lésion après traitement endodontique des dents est faite et vérification donc de la totalité de l'énucléation. Il ne s'agit pas de fragmenter le kyste et de laisser des débris parce que sinon ça sera la récidive. Quand vous éliminez totalement un kyste périapical, il n'y a aucune tendance à la récidive et l'examen anatomopathologique est systématique pour cette formation enlevée et vous constatez que le lambeau est suturé point par point. Et la cicatrisation en général va aboutir au bout de quelques mois, à 6 mois déjà, un contrôle radiologique et clinique va permettre de montrer une cicatrisation totale. Des fois, les kystes périapicaux se développent aux dépens de dents très délabrées, comme ici. Donc, vous avez un bout de racine qui est externe. Donc, l'esprit conservateur ne s'oppose pas ici. Et donc, ça sera finalement, après la découverte donc, de cette lésion kystique qui paraît très bien appendue à cet apex résiduel. Donc l'extraction de l'apex et l'énucléation totale de la lésion va être faite dans la même séance et avec déjà enfin, dans ce cas, j'ai fait une extraction par voie alvéolaire. Déjà, j'ai fait l'énucléation du kyste et j'ai refoulé l'apex en haut pour le faire sortir avec la poche kystique pour vous montrer déjà que le kyste est appendu à l'apex. Ça confirme déjà macroscopiquement qu'il s'agit d'un kyste périapical. Un autre cas, c'est un cas de figure qui n'est pas rare, une patiente qui consulte en fait pour être appareillée sur le plan prothétique. L'examen radiologique pré-prothétique a révélé cette image
fortuitement. Il n'y avait pas de tuméfaction, il n'y avait pas de signe d'hypoesthésie, rien. Ça a révélé une image radio claire avec un liseré de condensation périphérique. Et je crois que vous posez vous-même le diagnostic d'un kyste résiduel. La difficulté pour ce cas, c'est l'extension de la lésion qui a tendance à refouler le canal mandibulaire. Donc le canal mandibulaire, il est refoulé vers le bas, vers le bord basilaire. Il est étroitement en rapport avec la formation kystique. Et donc lors de l'énucléation de cette lésion, on doit faire gaffe de ne pas arracher le contenu du canal, à savoir le nerf alvéolaire inférieur, qui est parfois adhérent à la poche kystique, surtout quand il n'y a plus d'os. En péropératoire, et avec une voie d'abord limitée, en fait, on va pouvoir trouver une zone qui est perforée. Je n'ai pas dégagé de l'os. J'ai voulu être conservateur de l'os, et le maximum, et avec donc douceur, avec le décolleur, un décolleur, on a pu enlever, on a pu énucléer la totalité de la lésion sans la fragmenter, et en la vidant déjà, ça va permettre de pouvoir retirer le sac par un pertuis qui est rétréci. Donc avec hémostase, surtout que cette patiente prenait des anti-agrégants plaquettaires, là c'est une mèche hémostatique, donc l'hémostase, la suture et l'évolution a été favorable. Une autre alternative thérapeutique, cette patiente consulte pour une instabilité prothétique. Et devant une instabilité prothétique, on doit suspecter, surtout quand on trouve la tuméfaction, un processus kystique ou tumoral en évolution. Et donc avec cette sensation liquidienne qui traduit de l'extériorisation de la formation kystique, l'extension de la lésion, le bilan radiologique qui montre une lésion très étendue, on a opté, surtout chez des patients âgés qui ne permettent pas donc, des interventions sur des kystes larges, d'adopter une autre méthode qui s'appelle la décompression ou la marsupialisation. Technique que j'aime pas beaucoup, mais que je réserve plutôt pour les lésions très étendues chez des patients tarés. Donc, ce sont des techniques qui permettent la décompression du kyste. Je vous ai dit déjà en introduction que le kyste augmente de taille par pression. Si j'enlève la pression, il n'y a plus d'augmentation du kyste et le kyste va avoir tendance beaucoup plus à la régression de taille et à la réduction donc, de son volume spontanément. Technique qui a permis déjà donc la décompression du kyste en laissant en place la poche. Donc la cavité kystique est en rapport avec la cavité buccale et puis ça va permettre de porter la prothèse sans problème et donc la lésion va avoir tendance à la régression. Le deuxième type de kyste d'origine dentaire, ce sont les kystes qui sont en rapport avec le développement de la dent même. Ça peut être un kyste primordial avant même la formation du tissu dentaire. Ça peut être un kyste périodontal latéral en rapport avec un germe surnuméraire ou un kyste dentigère comme le type folliculaire ou péricoronaire. Des fois même, et quel que soit déjà le type de kyste, il peut comporter de la kératine à l'intérieur. Donc toutes ces sortes de kystes, toutes ces formes de kystes peuvent comporter donc de la kératine et ça s'appelle alors kératokyste. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc un kyste qui se développe à la place d'une dent, par exemple, il n'y a pas de dent de sagesse, mais radiologiquement, vous pouvez découvrir une petite image à la place de la 8 ici, par exemple. Là, ça évoque donc le kyste primordial, vu l'aspect radioclair, bien limité, cerné par un liseré de condensation fin, moins important qu'un kyste inflammatoire, donc le liseré est beaucoup plus fin, et la caractéristique histologique, c'est que la paroi kystique ne comporte pas de signes inflammatoires, donc c'est une lésion beaucoup plus non inflammatoire. Là, c'est le cas qui illustre donc un kyste qui se développe aux dépens d'un germe surnuméraire, ça s'appelle le périodontal latéral, à différencier du latéro-radiculaire qui est d'origine endodontique, et finalement l'abord chirurgical va être fait sans avoir recours au traitement endodontique, c'est l'esprit conservateur de la pulpe dans ce cas. Le kyste folliculaire, c'est en rapport avec une dent en évolution, qui n'a pas formé encore sa racine, et en général, ça refoule les germes dentaires, ça empêche l'éruption. Concernant le traitement, ça sera envisagé avec un esprit conservateur pour permettre et favoriser l'éruption des dents refoulées, surtout chez un enfant qui ne permet pas de faire des chirurgies larges, donc l'énucléation est difficile en général, et il suffit de faire des décompressions ou des marsupialisations qui permettent déjà l'éruption des dents. Donc l'ouverture du sac, l'ouverture de ce sac et sa suture avec la muqueuse buccale va permettre déjà un examen à pâte pour confirmer le diagnostic d'un kyste non inflammatoire
le suivi d'éruption et parfois même l'aide de l'orthodontie va permettre de mettre en place et idéaliser l'arcade dentaire en bouche. Les kystes péricoronaires, ils peuvent se développer au dépend de dents antérieures de valeur fonctionnelle, voire même de dents plus antérieures de valeur esthétique, et des fois même en rapport avec des dents de sagesse postérieures. Je crois que vous retenez que pour les dents antérieures et latérales, l'énucléation avec la tentative d'éruption de ces dents est la règle. Alors que pour les dents de sagesse, l'énucléation avec l'extraction de la dent de sagesse doit être envisagée. Le caractère commun, en fait, c'est le caractère non inflammatoire de la lésion. Retenez-le. Et ce caractère non inflammatoire est caractérisé par donc une membrane basale qui est rectiligne et absence d'infiltrat inflammatoire en profondeur. Des cas de kystes péricoronaires très étendus sont diagnostiqués dans le service depuis quelques années, et surtout avec l'avènement du scanner. Je demandais systématiquement un scanner, surtout pour voir un certain détail quand il s'agit de kystes très étendus, avec des limites qui ne sont pas bien précises sur le standard, sur le panoramique. Par exemple, dans ce cas, vous voyez, on dirait qu'il y a une lésion à ce niveau, l'autre plus étendue en arrière, mais vous voyez un flou radiologique complet dans la région antérieure, chose qui a été précisée sur le scanner. Et donc, vous voyez l'apport du scanner avec donc un canal qui est bien précisé, bien situé en dehors du kyste, avec un encorbellement du canal. Et donc, ce scanner va permettre le diagnostic, mais surtout va guider la chirurgie. Le scanner tridimensionnel, oui, c'est des belles images, mais qui n'apportent pas grand-chose. Et puis, finalement, pour le maxillaire, les kystes péricoronaires peuvent être aussi diagnostiqués, et comme dans ce cas, en rapport avec un germe surnuméraire. Donc, les kystes péricoronaires ne sont pas obligatoirement au dépend d'une dent. Est-ce que vous l'abordez du côté vestibulaire ou du côté palatin? Et je crois qu'en regardant ce cône BIM, donc le tridimensionnel, vous voyez que la tuméfaction est plus visible du côté palatin. Et donc, pour préserver cette corticale osseuse vestibulaire, on a décidé de l'aborder du côté palatin pour faire l'énucléation totale de la lésion et l'extraction du germe surnuméraire qui était accessible par voie palatine, donc par un lambeau, une incision circulaire étendue de prémolaire à prémolaire pour exposer la totalité de la partie antérieure de ce palais. Oui, les kystes péricoronaires peuvent être en rapport avec une canine, mais qui est refoulée. C'est vrai qu'il faut conserver la canine, mais des fois, le refoulement est très important et je serais incapable de conserver la canine. Comme dans ce cas, c'est un cas qui est affreux. Ça a été opéré sous-âgé, déjà, je l'ai opéré sous-âgé, et ce cas montre très bien un comblement total pratiquement du maxillaire du côté droit. L'extension de la lésion s'étend déjà vers le sinus contralatéral et jusqu'à la tuberosité. Retenez la résorption des dents. Retenez l'extension et le refoulement de la canine. Ici, la plus grande question que je vais vous montrer, est-ce que vous faites l'extraction? Est-ce que vous faites le traitement endodontique? Eh bien non. Vous devez être conservateur vis-à-vis des organes dentaires. Vous ne faites pas d'extraction. Vous ne faites pas de traitement endodontique tant que les dents sont vivantes. Et vous faites l'énucléation de la lésion, sans comblement d'ailleurs, vous allez avoir une plumatisation de nouveau et vous allez avoir donc une cicatrisation osseuse qui va avoir lieu. Regardez déjà la radio du patient qui est opéré. Est-ce que j'ai extrait les dents? Non, je n'ai pas fait de traitement endodontique et donc je vais attendre et la cicatrisation va avoir lieu naturellement. C'est un cas similaire, mais juste ici pour vous montrer l'apport surtout du scanner. Donc ce cas, c'est une dent incluse refoulée. Et vous voyez ici une poche kystique qui refoule le sinus. Vous voyez un vide, un signe de niveau, en fait, c'est le kyste qui est vidé. Et donc, finalement, le scanner va montrer le rapport avec les structures anatomiques avoisinantes, l'extension du kyste, et va montrer le rapport avec les dents. Là aussi, on décide de l'opérer sous-âgé. Donc, voilà la paroi kystique, le signe de niveau avec un kyste qui est vidé partiellement, la dent causale qui est dans la paroi inter-sinusonasale et au niveau du plancher de l'orbite. Donc là, cliniquement, en opératoire sous-âgé, vous avez une sensation liquidienne en périphérie. Donc une voie d'abord large sous-âgé va permettre donc un décollement d'un lambeau mucopériosté, l'énucléation totale de la lésion. Donc on saisit le kyste et il sera complètement énucléé. La vérification de l'hémostase et vous voyez donc la cavité qui est vide. Donc tout est clair. Les dents étaient mobiles mais on les conserve et après donc on suture. Et finalement l'anapathe confirme le diagnostic. Et le contrôle radiologique va permettre de montrer qu'il y a une pneumatisation et même la mobilité va regresser. L'os va être reformé et la cicatrisation va avoir lieu.
Autre situation que je vous montre, il est non rare dans la pratique quotidienne de l'omnipratique, un patient édenté total qui consulte avec une stabilité de la processe totale mandibulaire. La radiographie montre déjà une prémolaire incluse avec une image radio claire. C'est le diagnostic d'un kyste péricornéen chez un VR. Donc il a suffi d'aborder cette lésion. Et comme au niveau de la crête, il y avait 2 perforations avec de l'os. Là, j'ai voulu vous montrer l'esprit conservateur de l'os. Donc vous faites une incision crestale, une incision de décharge, vous décollez et vous préservez ce pont osseux qui va servir pour supporter une sorte de tente. Donc finalement, il faut préserver ça et faire l'énucléation totale et l'énucléation de la dent, l'extraction de la dent. Est-ce que j'ai eu besoin vraiment de comblement? Vous avez constaté que je ne comble pas. Et ça cicatrise. J'ai opéré des milliers de cas. Ne me dites pas que ça ne cicatrise pas, ça cicatrise. D'accord? Donc finalement, l'énucléation totale, l'extraction, la suture parfaite pour qu'il n'y ait pas d'invagination et ça cicatrise. Une femme cardiaque qui ne permet pas de nucléer une lésion étendue avec un kyste en rapport avec donc une canine incluse. C'était une prothèse instable aussi, donc on diagnostique ça chez cette patiente. Et vu l'état général de cette patiente, on s'est permis de faire une marsupialisation ou une décompression. Et la patiente a continué de porter sa prothèse. Et après, je suis revenu sur le cas pour faire l'extraction de la canine et énucléer la lésion qui est devenue de petite taille. Le kyste marginal postérieur, c'est classique. Il ne s'agit pas d'extraire une dent de sagesse pour laisser un kyste paradentaire ici. C'est le marginal postérieur, mais qui s'étend vers le bas, vers la racine. C'est le paradentaire. Et donc ce kyste va être énucléé normalement avec l'extraction de cette dent de sagesse enclavée. Le praticien qui a envoyé le patient a fait l'extraction. Et il a découvert donc une cavité qui est très large. Il a eu peur. Et quand il m'a envoyé, il avait peur parce qu'il a découvert une cavité, mais qu'il n'a pas vue sur la radiographie. Et donc, en demandant un scanner juste à visée didactique, on voit la place de la 8 qui est extraite et on voit l'image qui s'étend le long de la branche montante avec une corticale externe respectée, une corticale interne déformée mais respectée et un canal qui est vraiment refoulé en bas, mais il n'y a plus de corticale osseuse qui sépare le canal. Donc il faut faire l'énucléation en faisant gaffe à ne pas arracher aussi le canal mandibulaire, le contenu du canal, c'est-à-dire le nerf alvéolaire inférieur. Voilà le scanner du cas. Donc vous avez vu donc, une autre lésion avec une dent de sagesse horizontale, mais cette fois-ci le kyste marginal il est antérieur. Donc c'était un kyste marginal postérieur et là c'était le kyste marginal antérieur, mais cette fois-ci il est diagnostiqué avant même de faire l'extraction de la 8. Et quand vous regardez le panoramique, on dirait qu'il n'y a plus d'os et qu'il y a un risque de fracture mandibulaire lors de l'extraction de la 8. Or, ce n'est pas vrai. Le tridimensionnel, le scanner, a montré qu'il y a de l'os, il y a une cuvette osseuse qui persiste, et donc il y a une corticale linguale qui est fragilisée, et puis la dent, elle est là, et finalement, on va faire l'extraction de la dent, plus l'énucléation de la lésion, en conservant au maximum cette dent. Cette fois-ci, à la limite, on peut penser peut-être à un defect osseux distal, mais en fait, il y avait de l'os en distal par rapport à la racine de la 7, et donc un esprit conservateur de cet os va permettre déjà une cicatrisation. J'arrive à cette formation kystique particulière caractérisée par la présence de cette kératine en surface, quelle que soit sa forme déjà, c'est un kératokyste, donc avec de la kératine, de l'épithélium et un conjonctif non inflammatoire. Ce kyste va se développer souvent dans la région angulaire, mais il peut se développer ailleurs, au niveau de la branche horizontale, et il peut se développer même chez des sujets âgés, donc dans la région antérieure. Bon, c'est vrai, il y a une mauvaise hygiène, mais les dents sont vivantes. Et on découvre cette image unilacunaire, à l'inverse de ces kystes ces kystes épidermoïdes ou kératokystes, qui sont caractérisés par un aspect polycyclique. Donc il y a un aspect polycyclique, mais des fois, l'image, elle est unilacunaire, comme dans ce cas. Les dents sont vivantes, donc un traitement parodontal s'impose, un curetage parodontal, mais est-ce qu'on va traiter ces dents? Si ces dents sont vivantes, on ne traite pas. On fait l'énucléation de la lésion en faisant gaffe au nerf mandibulaire que je repère ici. Donc il y a un rapport étroit avec le nerf, et donc finalement, vous le voyez en opératoire, repéré par cette curette, et donc l'énucléation a été faite sans faire de traitement endodontique. Deuxième cas de kyste épidermoïde dans la région de la branche horizontale chez cette jeune femme. Donc le kyste épidermoïde
est extériorisé. Il n'y a plus d'os déjà cortical, je n'ai pas dégagé de l'os. Il suffit de prendre un syndesmotum pour éliminer les corticales osseuses et vous voyez la poche kystique qui est bien là. Il suffit de faire le clivage du plan osseux par rapport au plan kystique et de faire l'énucléation de la lésion en tenant la poche kystique qui est souvent épaisse. Elle est à contenu épais, laiteux. Et l'énucléation totale a été faite. Et pour les jeunes, surtout résidents en médecine chirurgicale, je veux montrer ce canal, ce nerf qui passe. On le voit en péropératoire. Donc on libère la poche du contenu du canal. Et le contenu du canal, il est libre. Je le vois, je le contrôle et je ne le laisse pas. Donc la suture point par point. Et finalement, l'anapathe va confirmer le diagnostic d'un kératokyste. Il faut surveiller le patient à long terme parce que ça risque de récidiver. L'anapathe va vous dire, voilà, de la kératine, il y a un épithélium pavimenteux et avec absence d'inflammation. Donc c'est un kyste d'origine dentaire, mais enfin, c'est de type primordial et kératinisé. Ce kyste kératinisé peut être multiple. Quand il est multiple, donc il y a plusieurs kystes épidermoïdes ou kératokystes, il peut être multiple mais non syndromique. Mais quand il est multiple, donc le patient va être amené à être opéré plusieurs fois dans les 4 secteurs déjà comme ici, je n'entre pas dans les détails. Donc c'est toujours de la même technique. Là, je vous montre juste l'exemple de l'intervention maxillaire. Pourquoi j'ai voulu vous montrer ce cas? Parce que c'est un cas qui pose un problème avec le sinus. Donc il faut toujours faire l'énucléation, le sinus étant refoulé. Il ne s'agit pas d'ouvrir le sinus. Donc on enlève la formation kystique. Et cette formation kystique étant enlevée, le sinus va être refoulé de nouveau pour prendre son volume habituel par l'effet de la respiration. Et des fois, le kératokyste, surtout multiple, il est syndromique. Il rentre dans le cadre d'un syndrome. Donc vous avez vu plusieurs kystes, associés à des anomalies squelettiques comme la bifidité costale ici, associé à des inclusions et refoulements du kyste ici. Et puis finalement, vous constatez sur le scanner qu'il y a une calcification au niveau de la faute du cerveau et de la tente du cervelet. Et surtout, quand il y a association de lésions cutanées de type névus, voire même de carcinome basocellulaire, il s'agit de penser à ce syndrome de Gorlin. Ce syndrome de Gorlin a la particularité de donner des dégénérescences carcinomateuses, aussi bien au niveau des lésions kystiques qu'au niveau des lésions cutanées. C'est pour cette raison qu'il faut surveiller. Un dernier cas de Gorlin que je vous montre, en fait, je suis parmi les premiers à avoir ce genre de situation, c'est de trouver des fentes chez un patient qui présente un syndrome de Gorlin avec des kystes multiples et avec des anomalies squelettiques, des anomalies cutanées, mais il y a une fente maxillaire. J'aurais inclus les fentes maxillaires dans ces syndromes de Gorlin. Je termine pratiquement sur les kystes d'origine non dentaire en vous montrant les kystes fissuraires, surtout avec cette localisation antérieure, le kyste donc nasopalatin, très caractéristique. Les dents sont vivantes. Je n'ai pas besoin de traiter les dents, mais je fais l'énucléation comme d'habitude. Et puis l'anapathe est très caractéristique par ce caractère respiratoire de l'épithélium. Le kyste nasopalatin peut être abordé par voie vestibulaire en fonction de la déformation. Est-ce que c'est palatin ou vestibulaire? C'est en fonction de la déformation et des données radiologiques. Le kyste globomaxillaire, quant à lui, il est entre la canine et la latérale. En général, il donne une tuméfaction nasogénienne dans cette région donc, du sillon. Et puis la déformation est souvent vestibulaire entre la canine et la latérale. Et la radiographie, elle est très caractéristique avec écartement des dents et avec une clarté qu'il faut préciser au scanner. Et donc le scanner va montrer donc, une lésion kystique. Si je mesure la densité, c'est liquidien et puis bien limité. Et donc l'énucléation va être faite aussi avec un esprit conservateur des dents sans faire de traitement endodontique préalable. Donc l'énucléation, vous la voyez, donc c'est classique, c'est un lambeau angulaire, l'épaisseur totale, donc un décollement d'épaisseur totale, l'énucléation de la lésion et la suture, et l'anapathe vient confirmer le diagnostic. C'est la même chose, le médiopalatin, c'est le fissuraire, c'est entre les bourgeons maxillaires. Et surtout, je voulais vous montrer celui du seuil narinaire, donc c'est un kyste comme le globomaxillaire, mais il est plutôt extra-osseux, l'image est plutôt une image d'empreinte, et on voit la lésion au niveau des parties molles, au niveau du sillon, enfin au niveau du seuil narinaire. Parfois c'est bilatéral, et d'abord étant vestibulaire, je vais faire l'énucléation, et l'anapathe va me dire que c'est un épithélium qui est respiratoire, qui tapisse la paroi kystique. L'énucléation totale va permettre une cicatrisation sans récidive. Je termine sur la dernière forme de kyste qui est d'origine non dentaire, ça s'appelle le kyste solitaire. Professeur,
En fait, les Professeur. anglophones parlent de kyste solitaire. J'ai terminé. Le kyste solitaire, et puis finalement, ce kyste solitaire, c'est sans origine. C'est une cavité non tapissée par l'épithélium et ça fait déjà une lésion qui ne comporte pas de paroi. Et en opératoire, quand vous voyez cette lésion radiologique radioclaire, elle est là sur le scanner, mais en opératoire, vous ne trouvez pas de poche kystique. Donc il suffit d'ouvrir la cavité, de faire le curetage, de provoquer un saignement, et à partir de ce caillot formé, la cicatrisation va avoir lieu. Que conclure? Retenir la classification des kystes. Il y a plusieurs kystes. Donc on les connaît. Savoir évoquer le diagnostic au bon moment, en fonction des données radiologiques et cliniques. Et surtout affiner le diagnostic radiologique en se basant sur le standard, mais surtout en affinant le diagnostic par le scanner ou le CONBIM, quand les lésions sont peu étendues. Je préfère le scanner pour les lésions étendues pour différencier ces kystes avec les tumeurs. Et puis finalement, le traitement chirurgical doit être bien réfléchi, avec un esprit conservateur vis-à-vis de l'os, c'est-à-dire je ne dégage pas beaucoup, vis-à-vis des dents, j'extrais rien, sauf si vraiment c'est indiqué, et surtout conservateur vis-à-vis de la pulpe. Je ne fais pas de traitement inutile pour les dents vivantes. Le comblement, je peux en faire, surtout pour les défects marginaux au niveau parodontal, mais sinon, ne vous affolez pas, la cicatrisation peut avoir lieu, la cicatrisation osseuse, même sans comblement, à partir d'un caillot bien protégé et bien conservé. Merci. Je vous remercie. Merci, professeur.